dernier quart d'heure de Smart Bourse, c'est le quart d'heure thématique. Et le thème ce soir, c'est un des grands thèmes justement de la gestion thématique en ce moment, le thème de l'intelligence artificielle et de la robotique. Nous en parlons avec Alexandre Ziliox, qui est à mes côtés en plateau, gérant chez Tematix Asset Management. Bonsoir Alexandre. Bonsoir Grégoire. Bon, société de gestion, pure player de cette gestion thématique depuis plusieurs années maintenant. Vous êtes pilote, copilote de la thématique intelligence artificielle et robotique chez Tematix. Alexandre, déjà peut-être question d'actualité, comment est-ce que la crise géopolitique majeure générée par la guerre de Vladimir Poutine en Ukraine depuis un peu plus d'un mois maintenant, comment est-ce que cette situation géopolitique impacte selon vous les fondamentaux et les perspectives d'un thème comme celui que vous défendez chez Tematix AM? Alors on va essayer peut-être de couper l'univers d'investissement en deux parties pour simplifier un peu le discours. Si on prend la partie très logicielle, très intelligence artificielle, finalement, on a un impact qui est à ce stade en tout cas très limité, puisque finalement l'impact principal encore aujourd'hui de ce conflit, il est inflationniste, il est sur les perspectives de croissance économique, notamment en Europe. Et donc les sociétés de logiciels sont à ce stade, encore une fois, assez protégées. On n'a pas eu encore de discours de ralentissement de l'activité en Europe, de ralentissement des cycles de vente, ce genre de choses, même si quelques sociétés qui ne sont pas forcément dans notre univers ont commencé à ajuster un petit peu leurs chiffres. Ça a été le cas d'Adobe dernièrement, ça a été le cas hier soir d'une société qui s'appelle UiPath et qui fait de l'automatisation bureautique, on va dire, qui a revu ses chiffres sur cette base-là. Donc à ce stade, pour le moment, on n'a pas de problématique, notamment liée à l'inflation, puisqu'on le voit sur les matières premières, sur un certain nombre de matériaux. On a des problématiques d'inflation qui ne touchent pas finalement la partie logicielle. Donc on est assez confortable sur cette partie-là du portefeuille. Là où on va avoir des effets un petit peu plus indirects, c'est par exemple dans les sociétés qui vont être plus industrialisées, donc dans la partie robotique, avec l'inflation sur certains coûts, qu'ils soient logistiques ou de matières premières encore une fois, ou aussi dans les semi-conducteurs, puisque par exemple on a des gaz qui sont sourcés en Ukraine ou en Russie et qui rentrent dans les processus de fabrication des semi-conducteurs. Donc là-dessus on peut avoir quelques impacts. À ce stade c'est assez limité. Et d'ailleurs la pandémie a été un bon exercice pour ça, pour aller voir un peu les sociétés qui sont les plus flexibles, qui ont réussi finalement à rendre leur chaîne d'approvisionnement plus diversifiée, plus flexible et à répondre plus rapidement à ce type d'enjeu. Donc effectivement, on a un impact sur cette partie-là du portefeuille, ce qui nous amène, nous, à être un poil plus prudent, puisqu'on a effectivement à la fois des problématiques de difficultés d'approvisionnement, d'aller sourcer les composants, et en plus, on a de l'inflation. Donc on peut avoir un manque à gagner finalement sur la croissance du chiffre d'affaires, et également une compression des marges, le temps que les hausses de prix se fassent. Alors, derrière cette crise géopolitique, il y a quand même l'idée, mais c'était une idée qui était déjà un peu sous-jacente, l'idée de la démondialisation, mais ou l'idée d'une démondialisation accélérée désormais dans un monde en crise sécuritaire, multipolaire, où il faut absolument très vite reprogrammer ces chaînes logistiques, ces chaînes de production, qu'elles soient bulletproof, il faut absolument résister à tout. Ce mouvement-là, vous le voyez s'accélérer, Alexandre? Dans quelle mesure? Dans quelle ampleur? Et est-ce que pour vous, c'est une validation du thème? Le thème était bien sûr validé puisqu'il existe depuis plusieurs années chez Tematix, mais est-ce que ça renforce encore, j'allais dire, ce thème de la robotisation et de la logistique également, qui est un peu sous-jacent à ce thème? Absolument. Alors si on parle de manière assez générale, et après on peut peut-être parler d'exemples un peu plus précis, effectivement, rapatrier des capacités de production, rouvrir des usines en Europe, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait de manière tous azimuts depuis des décennies finalement. Donc effectivement, c'est plutôt quelque chose de positif, notamment pour la partie robotique, puisque il me semble assez raisonnable d'imaginer que les pays développés, les pays de l'Ouest, globalement, vont pas faire sortir des usines de vieille génération avec peu de robotisation, peu d'automatisation. Donc on peut penser effectivement qu'on va avoir une demande qui va s'accélérer. Si on prend aussi un petit peu de recul, quand on parle d'intelligence artificielle et de robotique, finalement on parle de productivité, d'automatisation et d'une certaine manière aussi de protection des marges. Donc c'est aussi un bon moyen de compenser finalement les coûts qui vont être plus élevés dans nos pays. C'est un hedge contre l'inflation pour les entreprises. Alors à moyen terme, pour les entreprises, ça l'est. Que ce soit des coûts salariaux, que ce soit l'inflation des matières premières, mais vous dites ça génère un besoin de productivité pour les entreprises qui sont capables d'investir dans la productivité de leur appareil. Exactement. Alors non seulement ça peut vous permettre d'accélérer votre croissance, de produire plus rapidement, de manière plus constante également, mais en plus effectivement ça peut vous permettre de réduire vos coûts, notamment de force de travail, puisque les robots aujourd'hui sont de plus en plus accessibles et le retour sur investissement quand on le compare à des coûts humains, il est de plus en plus intéressant. Donc effectivement ça va plutôt dans le sens du thème de ce point de vue-là.
Voilà. Ouais. Et alors justement, bah oui, moi je veux bien un exemple, une valeur un peu emblématique que vous avez en portefeuille, hein, bien sûr, Alexandre, qui incarne un petit peu tout ce qu'on dit là et qui soit bien positionné pour capter cette demande qui ne peut qu'augmenter visiblement. Alors cette rapatriation des capacités de production, elle va probablement se faire sur des industries plus stratégiques que d'autres. Je pense notamment au secteur des semi-conducteurs, encore une fois, dans le domaine du médical aussi. Donc on a une manière, nous, de prendre des positions par rapport à ça, c'est effectivement de s'exposer aux équipementiers de l'industrie des semi-conducteurs, donc des acteurs qui vont vendre des machines pour les processus de fabrication. On a quelques exemples en Europe, comme une société comme ASML, qui vend des machines de lithographie. On a des acteurs sur la partie packaging des processeurs, comme BE Semiconductor. On en a aussi aux États-Unis, dans tout ce qui est le contrôle des processus de fabrication, un acteur comme KLA Corporation. Donc tous ces gens-là vont bénéficier finalement des grands plans d'investissement, et on parle de plusieurs dizaines de milliards de dollars. Aux États-Unis, on a le CHIPS Act, qui est aujourd'hui quantifié à 52 milliards de dollars. On a en Europe des initiatives publiques et privées d'ouverture de nouvelles usines qui dépassent aussi les 40 milliards d'euros. Donc tous ces acteurs-là vont finalement venir répondre à cette demande et profiter de ce phénomène de reshoring, de rapatriation des capacités de production. Vous l'avez dit d'un mot, on parlait de l'impact sur le thème des derniers développements, de la crise géopolitique notamment, mais de manière plus globale, comment vous regardez la valorisation d'un thème comme celui de l'intelligence artificielle et de la robotique, qui est fondamentalement un thème de croissance, voire d'hypercroissance peut-être pour certaines sociétés, hein. Ça fait partie des méga-tendances du futur, comme on dit. Alexandre, comment vous regardez la question de la valorisation dans un environnement de marché où les investisseurs semblent quand même réticents à payer des multiples trop ambitieux, je le dirais comme ça, et dans un monde où le coût du capital remonte avec le resserrement des politiques monétaires. Alors on l'a fait de plusieurs manières. La première chose, c'est évidemment de se comparer un petit peu à nos indices de référence, de se comparer au marché de manière générale et de voir en absolu comme en relatif comment se comporte la valorisation du portefeuille. De ce point de vue-là, c'est intéressant de voir que notre prime de valorisation sur un indice global qui est le MSCI ACWI est au plus bas. Donc, ACWI, c'est donc All Country World Index, hein, les actions mondiales, le grand indice qui représente les actions mondiale. Donc si on regarde la valorisation du portefeuille en EV, en valeur d'entreprise sur l'EBITDA, on a une prime de 50% qui est vraiment le point le plus bas depuis le lancement du fonds, alors que dans le même temps, on a des fondamentaux, une prime de croissance des bénéfices qui est de 100%. Donc finalement, on paye la croissance moins cher que lorsqu'on paye un indice action global. Donc c'est un premier point. Relativement au marché, on est moins cher que ce qu'on l'a été par le passé. Donc c'est plutôt un point favorable. Et puis ensuite, on a fait un exercice un peu plus systématique sur les positions du portefeuille, où on est allé regarder où se situaient les niveaux de valorisation quand les niveaux de taux, parce que c'est un petit peu le sujet. Mais oui, également, bien sûr, mais évidemment. Quand les niveaux de taux étaient plus proches des 2,5, 3%, donc aux États-Unis, c'était en 2018-2019. Donc on a regardé un petit peu les valorisations de nos sociétés à ce moment-là, et il s'avère que dans la grande majorité des cas, à quelques exceptions près, on est revenu sur des niveaux de valorisation qui sont soit inférieurs, soit sur les mêmes niveaux. Alors même que depuis 4-5 ans, une grande partie de ces sociétés ont gagné des parts de marché, ont augmenté leurs marges, ont développé de nouvelles solutions, qu'elles soient informatiques ou robotiques, peu importe. Et donc finalement, ont agrandi un petit peu leur avantage concurrentiel et donc justifieraient d'une certaine mesure des multiples de valorisation qui sont plus élevés. Donc de ce point de vue-là, c'est assez intéressant pour nous. Et au regard de l'incertitude économique actuelle, que ce soit l'impact d'une remontée des taux, l'impact de l'inflation, l'impact du conflit, on a des fondamentaux de nos sociétés qui ne se sont pas dégradés et qui, on l'espère, ne se dégraderont pas à l'avenir. Et en termes de performance, alors je voyais le thème, le fonds existe depuis au moins 3 ans, c'est ça, chez Thématiques. Enfin, j'ai vu les performances 2019, 2020, 2021. Bon, c'est impressionnant. Hein, sont des très grosses performances. Je crois que c'est à plus de 75% de performance peut-être depuis le démarrage du fonds. J'ai vu ça à peu près dans les prospectus. Oui, vous confirmez l'ordre de grandeur. On a une performance annualisée d'à peu près 26-27%, si je ne dis pas de bêtises, depuis le lancement en fin 2018. Ouais. Quelle est la fin du premier trimestre 2022 avec un monde qui a été quand même pas mal bouleversé ou rebouleversé encore ces dernières semaines. Comment le fonds s'est comporté là, en termes de performance sur cette période particulière, hein. Sur la dernière valeur liquidative du portefeuille, on était à moins 8% en euros, ce qui se compare toujours à ce même indice MSCI ACWI, lui aussi exprimé en euros, une performance de moins 1%. Donc une sous-performance du portefeuille, mais qui, au regard de la performance passée aussi, est à remettre en perspective de ce point de vue-là. Mais on l'explique par 2 raisons principales. Effectivement, l'impact de la remontée des taux sur cette partie technologique ou de croissance qui, évidemment, n'est pas bénéfique aux multiples que le marché est prêt à payer pour ce type de société. Et aussi par le fait que, finalement, les secteurs qui ont le mieux performé depuis le début de l'année sont des secteurs où nous sommes globalement structurellement absents. L'énergie, les bancaires, ce genre de choses. Donc, forcément, on a lagué un petit peu le marché d'une certaine manière de ce point de vue-là. Bon.
Après 3 années exceptionnelles, non, mais c'était pas l'idée n'était pas de mettre en avant la sous-performance, mais de savoir comment il s'était comporté et dans un environnement qui était plus chahuté, avec plus de vent contraire peut-être que les années précédentes. Absolument, mais ce qui est aussi intéressant, c'est de regarder un petit peu dans le détail de la performance. C'était pas intuitif pour nous, mais la partie du portefeuille qui a le mieux performé, alors on reste dans une mieux petite résisté, baisse, mieux résisté, voilà, c'est plus correct. Ce sont la partie logicielle, la partie la plus chère du portefeuille, ce qui n'est pas forcément c'est intuitif. intéressant, ça. On a eu plus de difficultés, par exemple, sur la partie automatisation industrielle, parce qu'on a encore une fois ces problèmes fondamentaux qu'on ne retrouve pas dans le software. Et en plus, on a effectivement aujourd'hui un discours autour de l'incertitude économique où finalement les investisseurs ont tendance à aller se réfugier sur des valeurs qui, encore une fois, souffriront moins de l'inflation, souffriront moins d'un ralentissement économique, sont moins cycliques et ont des modèles d'affaires aussi qui sont beaucoup plus récurrents et donc qui apportent de la visibilité dans un contexte. Ça montre bien que le plus on est éloigné de l'épicentre des crises, plus on peut continuer d'afficher des multiples, en tout cas de soutenir des valorisations importantes dans ce marché. Je nuance mon propos aussi. On avait eu depuis grosso modo l'année dernière, depuis 2021, on avait essayé en tout cas d'être assez rigoureux sur les niveaux de valorisation qu'on appliquait et même dans nos modèles de valorisation, on a pris des hypothèses assez conservatrices. Donc effectivement, on n'avait pas une exposition très marquée en début d'année aux boîtes à très 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 forte croissance, à très haut multiples, non profitables, donc ce qui nous a aussi un petit peu bénéficié dans ce contexte. Merci beaucoup Alexandre. Alexandre Ziliox qui était avec nous pour évoquer donc le grand thème de l'intelligence artificielle et de la robotique, gérant chez Thematics Asset Management, invité du quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir. Voilà pour cette édition. On se retrouve demain 12h30 en direct sur Bismart.